Tout d'abord, bonne journée internationale des femmes. Et ici, on a décidé de faire ça en grand pour vous. On a envie de souligner l'apport indéniable des femmes dans le système de santé et aussi à la société. Alors, un programme chargé, intéressant, où vous allez apprendre beaucoup. Il y aura 2 médecins spécialistes où nous parlerons de santé cardiovasculaire féminine, soit la première cause de décès prématuré chez les femmes en Amérique du Nord depuis les 30 dernières années. Dévoilement des 2 lauréats de la 4e édition du concours Femmes médecins d'exception, à qui nous remettrons les prix Irma Levasseur et Marthe Pellan. D'abord, je vais vous présenter les 2 médecins qui sont sur le panel. Ces 2 médecins spécialistes et chercheuses au Centre d'expertise cardio-F du Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Le premier centre intégré de santé cardiovasculaire de la femme au Québec, on va vous en parler un peu plus bientôt parce que je pense que c'est important de connaître ce centre-là. Alors, Dr Jessica Forcio, chirurgienne cardiaque au CHUM, bienvenue. Merci. Alors, vous avez fait des études en médecine et en chirurgie cardiaque à l'Université de Montréal, surspécialisée en thérapie valvulaire et aortique par cathéter à Emory University Hospital à Atlanta. Champ de pratique, chirurgie de la aorte complexe et de la racine, procédure valvulaire chirurgicale et par cathéter. Tantôt, il va falloir qu'on se souvienne tous de ça. Est également chercheuse au CHUM et s'intéresse aux différences entre les hommes et les femmes atteints de maladies cardiovasculaires. Détient un PhD en sciences biomédicales et une maîtrise en santé publique. Collabore également avec des groupes de chercheurs à l'international et a un intérêt particulier pour l'évaluation des programmes de chirurgie cardiaque dans des pays en voie de développement. Merci beaucoup d'être là. Docteur Christine Pacheco, cardiologue à l'hôpital Pierre-Boucher, a complété une formation spécialisée en médecine interne et une surspécialisation en cardiologie adulte à l'Université de Montréal, ainsi qu'une formation complémentaire en santé cardiovasculaire chez la femme à l'Institut de cardiologie de Cedars-Sinai Institute à Los Angeles, en Californie, où elle a acquis une vaste expérience clinique et en recherche concernant les maladies cardiovasculaires atteignant principalement les femmes. Auteur de plusieurs articles scientifiques et a présenté dans de nombreux congrès nationaux et internationaux, siège à l'Alliance canadienne pour la santé cardiovasculaire des femmes comme coprésidente du comité d'application et transfert des connaissances et au conseil provincial de la Fondation des maladies du cœur et AVC. Wow! Je suis vraiment impressionnée par... et je sais qu'on aurait pu écrire autre chose. C'est un concentré, c'est drôlement impressionnant. J'ai envie de dire pourquoi c'est aussi important d'en parler aujourd'hui. J'ai 4 statistiques à vous donner. Depuis les 30 dernières années, les maladies cardiaques sont la première cause de maladies prématurées des femmes en Amérique du Nord. Une Canadienne sur 3 présente une maladie cardiovasculaire. Une femme a 2 fois plus de chances de mourir d'un infarctus que d'un homme. Au pays, les maladies du cœur emportent une femme toutes les 16 minutes. Alors, c'est pour ça que c'est important d'entendre ce qu'elles ont à dire. Alors, j'y vais tout de suite. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une maladie cardiovasculaire? Alors, merci premièrement pour l'introduction. Puis, en effet, Christine et moi, on est contentes d'être ici pour parler de ça parce qu'au niveau de la santé cardiovasculaire au féminin, là, il y a d'importantes lacunes qui persistent au niveau des diagnostics, des traitements, de la prévention puis de la sensibilisation. Et c'est ça le but aujourd'hui d'en parler. Alors, merci à la Fédération des médecins spécialistes d'organiser une activité telle que celle-ci. Alors, pour répondre à votre question, les maladies cardiovasculaires, c'est tout ce qui touche les gros vaisseaux, les artères du cœur, les micro-artères, les maladies des valves. Puis, ça peut se manifester aussi par la maladie cardiaque, mais aussi par les AVC, là, parce que l'accident vasculaire cérébral, donc, c'est la maladie des vaisseaux, soit par des obstructions qui occluent et qui peuvent causer ce qu'on appelle l'AVC ou à des parts du cœur, là, il y a des caillots qui peuvent se former ou dans d'autres artères pour emboliser, c'est-à-dire le caillot se déplace pour aller bloquer une artère dans le cerveau. La maladie cardiaque et la maladie cérébrovasculaire se rejoignent de par le fait aussi que les personnes qui développent ça ont des facteurs de risque qui sont communs. Puis, tu sais, dans l'imaginaire collectif, puis moi, j'en fais partie, je pense, je suis dans cet imaginaire-là, les maladies cardiaques sont plutôt associées aux hommes. Pourtant, les statistiques qu'on vient de partager démontrent plutôt le contraire. Qu'est-ce qui explique cette méconnaissance par rapport à la différence entre les hommes et les femmes?
Effectivement, historiquement, la maladie cardiaque a toujours été vue comme une maladie d'homme. Ça a été étudié plus chez les hommes que chez les femmes. Encore aujourd'hui, 2/3 des participants en recherche cardiovasculaire, c'est des hommes. Donc, les femmes sont sous-représentées en recherche. Historiquement, la médecine de la santé de la femme s'est concentrée surtout sur les seins et le système reproducteur. On réduisait la santé des femmes à ça. Et on connaît beaucoup ça. On sait qu'il faut qu'on passe nos mammographies, nos pap tests. Tout le monde est au courant de ça. Mais on a un peu écarté le reste. Ça s'appelle un peu l'approche bikini. Fait qu'on a fait une approche bikini à la médecine et à la santé des femmes. Et c'est vraiment à la fin des années 80 et au début des années 90 qu'on a commencé à voir qu'il y avait vraiment des différences alarmantes en termes de mortalité suite à un infarctus ou pour les maladies cardiovasculaires chez les femmes. Et c'est de là qu'on a vu qu'il y avait des différences en termes de maladies, en termes de causes de maladies, en termes de facteurs de risque chez les femmes. Et c'est là qu'on a commencé à se poser des questions. Donc, ça change la donne quand même de savoir ça. Tout à fait, parce qu'on se rend compte que les femmes, des fois, se présentent avec des types d'infarctus différents, par exemple. Elles se présentent à différentes périodes de leur vie avec des maladies cardiovasculaires. Il faut prendre tout ça en compte. C'est un peu notre, le pourquoi on fait ça. C'est d'essayer de mieux comprendre ces différences-là. Et c'est un des objectifs du centre CardioF, où on essaie de traiter des femmes qui ont des maladies qui sont plus prévalentes chez elles, mais aussi faire des projets de recherche pour répondre à des questions où on ne sait pas encore la réponse. Donc, c'est important d'entendre ce qu'on a à dire aujourd'hui parce que c'est un exercice de sensibilisation, justement, pour défaire cette espèce de croyance-là que c'est plus les hommes qui ont des problèmes cardiovasculaires. C'est comme si nous, on était protégés, alors que ce n'est pas le cas. Donc, c'est important d'être sensible. Tantôt, on parlera des symptômes. Je pense que ça, c'est primordial. Qu'est-ce qui explique les différences entre les hommes et les femmes lorsqu'il est question de risque de développer des maladies cardiovasculaires? Puis sont-elles plus importantes à risque à des moments particuliers dans leur vie pour les femmes? C'est sûr que les femmes traversent, de par leur trajectoire de vie, des changements hormonaux et ont des périodes de leur vie qui sont différentes de celles des hommes et des facteurs de risque. En fait, ça peut être associé. Là, on s'est rendu compte qu'avoir, par exemple, une ménarche précoce ou une ménarche tardive, la grossesse, les complications de la grossesse, l'hypertension, le diabète durant la grossesse, la ménopause, la prise d'hormonothérapie, ça, c'est des choses qui sont typiques aux femmes, là, de par leur trajectoire. Oui. On se rend compte de plus en plus que ces facteurs de risque-là peuvent être associés à la survenue de maladies cardiovasculaires. Alors, c'est important aussi de sensibiliser les femmes à dire, c'est pas seulement est-ce que j'ai de l'hypertension, du cholestérol, je bouge pas, je suis obèse, qui fait en sorte que j'ai un risque de développer une maladie cardiovasculaire, mais il y a d'autres choses qui sont plus typiquement associées aux femmes ou des facteurs de risque typiques aux femmes qui peuvent aussi amener à cette survenue d'événements-là. Puis, les statistiques démontrent encore des différences en termes de mortalité entre les hommes et les femmes, mais c'est aussi le fait que, justement, ces facteurs de risque-là sont moins étudiés et que, pour l'instant, on ne sait pas encore comment suivre les patientes qui développent, mettons, de la prééclampsie durant sa grossesse. Alors, elle va être suivie dans sa période aiguë. Ensuite, on la laisse aller. Puis, elle finit par développer de l'hypertension, puis ensuite une maladie cardiovasculaire. Alors, c'est important de bien comprendre ça. Puis, c'est sûr qu'il y a de l'éducation à faire au niveau des patients, de faire savoir que ces facteurs de risque-là existent, mais aussi, c'est de déterminer en tant que professionnel de la santé, de faire de la recherche, puis de comprendre comment on peut mieux suivre ces patientes-là pour éviter justement qu'elles développent des événements au long cours. Bien, vous venez de parler de prééclampsie. On ne fait pas nécessairement le lien. On a comme l'impression, une fois que le bébé est né et qu'on a retrouvé notre santé, que ça se termine là. Mais en fait, c'est un épisode qui est important de nommer auprès de notre médecin parce que ça fait partie de notre historique qui peut avoir une incidence sur la maladie cardiovasculaire. Exactement. Oui. En fait, la grossesse, c'est un peu comme une première épreuve à l'effort. Notre débit cardiaque augmente pour soutenir le bébé, la fréquence cardiaque augmente. C'est comme si on courait un marathon pendant 9 mois. Et c'est dans cette période-là qu'on peut démasquer certaines prédispositions à avoir des maladies cardiovasculaires. Puis la prééclampsie, on pense de plus en plus que c'est un signe parmi tant d'autres qui montre une certaine fragilité et qui peut avoir des effets plus tard. Même si on retrouve notre santé, il faut être à l'affût et il faut se faire suivre pour essayer de diminuer le risque plus tard. Très important. Est-ce que les femmes peuvent agir de façon préventive pour éviter de développer des maladies cardiovasculaires?
Tout à fait. En fait, 80% des maladies cardiovasculaires restent préventives. On peut les prévenir. Donc, on peut agir en amont pour ce qui est des habitudes de vie. Ça, je pense que les gens savent un peu. Mais en concernant la diète, manger une diète méditerranéenne, par exemple, faible en gras, utiliser de l'huile d'olive, manger beaucoup de fruits et de légumes, des protéines plutôt végétales, des protéines maigres, faire de l'exercice. C'est pas toujours évident là, de mettre l'exercice dans notre horaire. On vise 30 minutes 5 fois par semaine. Et ça peut être marcher, c'est pas rien de compliqué. Ça n'a pas besoin d'être 30 minutes non plus consécutives. Tout à fait. Ça peut être 10 minutes ici, 10 minutes là, en autant qu'on les cumule. On évite la sédentarité. Tout à fait. Et on n'a pas besoin de commencer ça du jour au lendemain. On peut commencer une semaine, faire 30 minutes et ajouter tranquillement. Donc, arrêter de fumer si on fume ou ne pas commencer. On sait que les femmes, en fait, qui fument sont beaucoup plus à risque de faire de développer une maladie cardiaque que les hommes. Et aussi éviter un diabète, si on a un diabète, bien le contrôler. Ça, c'est très important. Puis l'hypertension aussi, c'est un facteur de risque qu'il faut contrôler. Donc, la cigarette a un effet plus... il y a plus de conséquences pour une femme si elle fume que pour un homme. Oui, tout à fait. Il y a certaines études qui démontrent ça. Le diabète, c'est un peu la même chose. Le diabète est met une femme plus à risque de développer une maladie cardiovasculaire qu'un homme. Et la combinaison tabac-diabète est très mauvaise pour les vaisseaux, que ce soit les AVC ou les infarctus. C'est que le poids de chaque facteur de risque résulte en plus de complications chez la femme. Fait qu'un homme diabétique versus une femme diabétique, la femme a plus de chances de développer des complications et sa maladie cardiovasculaire d'être plus grave. Et ce qu'on se rend compte aussi, c'est que quand les femmes arrivent, ils ont un cumul de facteurs de risque qui est plus important que celui des hommes. C'est sûr que, tu sais, pour déterminer, Christine a dit des bons points, de faire attention, tout ça. La femme a toujours tendance à passer le bien-être des autres avant le sien. Ça fait que, tu sais, quand elles se rendent puis elles ont la maladie cardiovasculaire, parfois il est trop tard parce que ces habitudes-là, ils n'ont pas été faites. Mais c'est vraiment aussi de sensibiliser les femmes à prendre le temps parce que c'est important. Parce que quand elles développent ces facteurs de risque-là, les conséquences peuvent être plus dommageables. Mais, tu sais, moi, je pense que je suis vraiment dans les croyances populaires. Puis d'après moi, il y a beaucoup de gens comme ça. Mais moi, je me suis toujours fait dire que les hormones, tant qu'on n'était pas ménopausée, que les hormones nous protégeaient. Tu sais, moi, par exemple, je fais partie d'une famille où il y a eu beaucoup d'incidents cardiovasculaires. Et moi, c'est une de mes tantes qui est décédée jeune, mais elle était ménopausée. Fait que je me suis dit, moi, jusqu'à ma ménopause, je dois être correcte. Mais ça aussi, il faut s'enlever cette croyance-là. Effectivement, les femmes, en général, sont moins à risque d'avoir une maladie cardiovasculaire que les hommes jusqu'à la ménopause. Puis après ça, ce risque-là, il devient à peu près égal. Et effectivement, on pensait que les hormones étaient protectrices à cause de ce phénomène-là. En fait, on a même fait les études à la fin des années 90 pour voir si on donnait des hormones, est-ce que ça prévenait, on pouvait prévenir la maladie cardiovasculaire chez les femmes. Et en fait, les résultats de ces études-là démontraient l'inverse. En fait, il y avait une augmentation des événements, infarctus, AVC, CAIO, pour les femmes qui prenaient des hormones. Donc, oui, il y a une certaine protection hormonale. Après la ménopause, le mauvais cholestérol va monter. On va avoir plus d'obésité abdominale qui augmente le risque de la maladie cardiovasculaire. La femme, ça vient avec la ménopause. C'est ça, exactement. On épaissit. Il y a tous des facteurs comme ça qui changent, qui font en sorte que oui, il semble avoir une augmentation du risque après la ménopause. Fait que la ménopause, dans la trajectoire de vie d'une femme, ça représente vraiment un moment opportun pour faire de la prévention. Sans être des spécialistes de l'hormonothérapie, mais on passe tout par là à un moment donné, on se questionne, on entend beaucoup de choses par rapport à ça. Donc, est-ce qu'il faut quand même prendre le temps d'en parler avec son médecin? Parce qu'il y a peut-être des incidences, mais il y a sûrement aussi des bienfaits. Mais parce que quand on vous entend, on dirait que ça pourrait faire peur, mais il faut quand même prendre le temps de l'adresser à son médecin. Je pense tout à fait. Il faut toujours discuter avec son médecin parce que c'est notre médecin qui connaît vraiment notre histoire complète. Pour ce qui est de l'hormonothérapie, en général, c'est pour traiter les symptômes de ménopause. Donc, si quelqu'un a des symptômes de ménopause, des bouffées de chaleur incommodantes, et comme ça, généralement, c'est là qu'on va vouloir utiliser l'hormonothérapie en sachant s'il y a des contre-indications, si on a eu certains événements, déjà des AVC, des problèmes cardiaques, il ne faut pas prendre l'hormonothérapie parce que ça peut augmenter notre risque. Et de discuter de tout ça avec notre médecin en connaissance de cause, c'est vraiment la chose à faire. Par rapport à l'hérédité, est-ce qu'on devrait arriver vite? Là, tantôt, vous parlez du centre cardio-F, mais par exemple, les femmes qui ont, mais comme moi, qui ont une hérédité, est-ce que, moi, tu sais, j'ai été pris en charge rapidement en prévention. J'étais en prévention et non, j'ai jamais eu rien. Mais est-ce qu'on doit faire ça? Est-ce que c'est un indice important dont il faut prendre compte?
Bien, certainement. Si on le sait, puis on est conscient de ça, je pense que d'aller consulter, certainement, ça ne peut pas nuire, puis d'être bien suivi, c'est ça le but, là, justement, pour essayer de prévenir le développement des facteurs de facteurs de risque et éventuellement de survenue d'événements. Alors oui. Puis, si je peux juste rajouter par rapport à ce que Christine a dit, puis la question précédente, par rapport à la ménopause, donc il y a une augmentation du risque chez la femme là, à cause de la baisse de l'estrogène. Cependant, aussi, ce qu'on se rend compte, c'est de plus en plus, il y a une augmentation de la survenue d'événements cardiovasculaires chez les femmes entre 45 et 55 ans aussi. C'est que ça, c'est qu'est-ce qu'on commence à voir graduellement, c'est que oui, le risque est plus grand chez la femme après la ménopause, mais il faut rester à l'affût, puis il faut voir, est-ce que c'est maintenant traitement de fertilité, la prise de la contraception, tout ça, c'est de vraiment suivre justement ces femmes-là parce qu'on commence à voir aussi des événements dans cette catégorie d'âge-là. Quand vous dites qu'il y a plus d'hommes qui font partie des programmes de recherche, c'est là que ça l'aiderait aussi d'avoir plus de femmes, de comprendre ce qui se passe à partir, par exemple, de 45 ans, parce qu'on sait qu'une maladie cardiovasculaire s'installe avant qu'il y ait un symptôme. C'est ça, parce qu'en fait, c'est ça, la recherche est primordiale parce qu'il y a beaucoup de lacunes. Le problème, c'est que en ce moment, les projets de recherche, les gros projets de recherche en santé cardiovasculaire, les femmes représentent le tiers des participants. Alors, les femmes continuent de mourir 2 fois plus, suivant un événement, suivant une chirurgie cardiaque ou quoi que ce soit, mais on continue d'extrapoler des données issues de projets cliniques qui ont été faits majoritairement chez les hommes aux femmes. C'est qu'il y a clairement quelque chose qui fonctionne pas. Mais, tu sais, de partout notre vouloir et notre, le vouloir de bien faire et tout ça, les femmes ne veulent pas participer dans les projets de recherche. C'est qu'il y a aussi, les femmes ne sont pas incluses, mais il y a aussi une barrière qu'il faut comprendre. Pourquoi les femmes ne veulent pas être incluses dans des projets de recherche également? Là. Ça, c'est étonnant. C'est ça. Ça fait qu'en fait, nous, quand on essaie de faire du recrutement pour un projet, on demande aussi les raisons du refus. Souvent, c'est par manque de temps que les femmes ont à participer à un projet de recherche. Puis, je fais un parallèle par rapport à la réadaptation cardiaque. On vient d'opérer une femme ou une femme vient d'avoir un événement, elles ont moins le temps de participer à un programme de réadaptation cardiaque également. Alors, est-ce que c'est juste le manque de temps? Est-ce que c'est d'autres raisons? Mais je pense qu'il faut vraiment travailler fort, justement, pour faire comprendre aux femmes que c'est pour son bien-être, mais aussi le bien-être collectif de participer à des projets de J'ajouterais, c'est ça, il y a plusieurs barrières sociales qu'on voit. Elles n'ont pas le temps, elles ont toutes les responsabilités à la maison. Il n'y a pas, tu sais, pour les femmes plus jeunes, la garderie, tout ça, l'organisation. Donc, ça devient difficile de participer dans un projet de recherche à cause des choses-là. Puis, plusieurs propositions, même dans la littérature, nous disent, bien, il faut s'adapter à ça. La recherche doit s'adapter aux femmes pour qu'elles puissent participer, augmenter leur participation. Une autre chose, c'est que d'avoir des critères spécifiques pour les femmes. Certaines études faites sur des appareils cardiaques, notamment, il y avait des critères de taille et de poids où la plupart des femmes ne rentraient pas parce qu'elles étaient trop petites. Donc, il faut adapter les appareils même aux femmes et il faut également faire des études qui regardent ces pathologies-là qui se manifestent plus chez les femmes, comme certains types d'infarctus, par exemple. Je pense que ça s'appelle la dissection spontanée coronarienne. Au lieu d'avoir un gros bouchon de cholestérol dans une artère, c'est une déchirure spontanée qui se fait. Puis 90% des patientes qui ont ça, c'est des femmes. Et il y a beaucoup moins d'études qui ont été faites sur ça dans les dernières années parce qu'on s'intéressait moins à ça, parce qu'on se disait, bon, c'est une maladie rare, mais finalement, c'est pas si rare que ça. Puis là, ça commence à développer, puis il y a de plus en plus d'études. Fait qu'il faut faire des études spécifiquement pour les femmes. Il faut qu'on puisse avoir plus de femmes qui participent. Bon, là, je vous écoute. Je suis sûre que tout le monde doit se dire, mais quels sont les symptômes pour éviter, justement, parce qu'on peut en mourir, on comprend bien que le risque est élevé. Alors, quels sont, parce que je sais que les symptômes sont différents de chez l'homme et de chez la femme, alors qu'on connaît vraiment bien les symptômes chez l'homme. Donc, il ne faut pas attendre ces symptômes-là. Alors, qui veut me répondre? Vous voulez me répondre par rapport aux symptômes? C'est sûr que le symptôme que tout le monde connaît, là, c'est la présentation hollywoodienne là, de la douleur. Je m'excuse. De la douleur dans la poitrine qui irradie au bras et au cou, principalement vue chez les hommes. Il y a des femmes qui se présentent de cette façon-là également. Cependant, on penserait là, que la douleur est la même, mais c'est la façon qu'ont les femmes de l'exprimer qui est différente. Donc, au lieu de dire « j'ai une douleur dans la poitrine, j'ai un inconfort, j'ai une pesanteur, j'ai une compression, j'ai mal au ventre », alors c'est juste la façon de le dire qui est différente. Puis souvent, il y a des symptômes qui sont accompagnateurs qui peuvent être confondants. Donc,
je suis fatiguée, j'ai des bouffées de chaleur, j'ai des engourdissements. Alors, de par cette présentation-là, qui est moins franche, il peut y avoir des retards de diagnostic ou simplement des non-diagnostics. Puis est-ce que ça se peut qu'on tarde aussi à consulter, on est habitué, parce que les femmes, on a déjà les douleurs menstruelles. Tu sais, je trouve qu'on on a un corps qui nous apporte beaucoup de douleurs à différents moments de notre vie. Est-ce qu'on endurerait trop aussi avant de consulter? Tout à fait. Il y a des données qui montrent que les femmes tardent à consulter en ayant des symptômes d'infarctus. On dit, bon, c'est peut-être du reflux, c'est une indigestion, je ne sais pas trop, j'ai des choses à faire. Puis on tarde à consulter. On finit par aller dans le bureau du médecin. Puis après ça, bien, il y a déjà eu des dommages au cœur. Puis c'est un peu trop tard. On a plus de symptômes suite à ça. Donc, effectivement, il y a un retard. Donc, d'où l'importance de campagnes de sensibilisation, comme l'activité d'aujourd'hui, comme les campagnes de sensibilisation de cœur et AVC, par exemple, où on parle aux femmes et on dit, bien, ça, c'est les symptômes qui devraient vous inquiéter. Si vous avez ça, bien, n'hésitez pas d'aller et consulter. Parce que je vois un symptôme, là, tu sais, mettons, bouffée de chaleur. Bon, là, on peut penser périménopause, préménopause, ménopause. Mais si ça vient puis il n'y a pas de raison, là, tu sais, il faut consulter. Je veux dire, parce que c'est un symptôme qu'on peut prendre à la légère, les bouffées de chaleur. Mais moi, je le vois sueur, bouffée de chaleur, fatigue. Bon, fatigue, ça aussi, ça vient avec un paquet de choses. Mais il ne faut pas hésiter. Au pire, on n'a pas, en fait, au mieux, on n'a pas de prévention à faire puis on est correct. Mais au pire, s'il y a quelque chose, au moins, on va le savoir d'avance. Tout à fait. Je pense que moindrement que les femmes qui connaissent bien leur corps, sont à l'affût des nouveaux symptômes, trouvent qu'il y a un inconfort, quelque chose de nouveau qui ne marche pas, qui cloche, qui est différent, elles devraient consulter afin de savoir vraiment si c'est une problématique cardiaque. Puis est-ce qu'il faut un peu insister avec notre médecin de famille? Parce que j'ai l'impression que ce n'est pas si clair pour tous les médecins que ces symptômes sont différents pour les hommes, par rapport aux hommes aux femmes. Je pense qu'il faut faire valoir notre point. Tu sais, des fois, les femmes ont moins tendance à se défendre. Donc, il faut vraiment faire valoir si on sent qu'il y a quelque chose qui est récurrent, puis qui passe pas, puis qui est toujours là. Puis le verbaliser, là, de dire, est-ce que ça peut être quelque chose à mon cœur? Tu sais, clairement, le dire de cette façon-là parce que j'ai entendu que telle et telle chose et j'ai tel et tel facteur de risque. Donc, je pense que c'est important d'éduquer les patientes pour qu'elles puissent justement avoir les outils pour la rencontre avec le médecin également. C'est sûr qu'il y a des récents sondages là, qui ont été faits au Canada, aux États-Unis, qui interrogeaient des médecins de famille ou des cardiologues généraux en disant est-ce que vous vous sentez à l'aise de traiter la maladie cardiaque au féminin? Puis seulement 20% ont répondu qu'ils étaient à l'aise de le faire. Alors, je pense que il y a encore du travail à faire. C'est une mission aussi de CardioF d'éduquer. On fait un symposium le 22 septembre pour justement éduquer les autres professionnels de la santé parce qu'il y en a encore beaucoup à apprendre à ce sujet-là. Puis, c'est aussi pour les médecins de famille ou les cardiologues généraux d'avoir des centres intégrés justement comme CardioF pour s'il y a moindrement de doute ou un inconfort. T'sais, nous, on est des consultants. Là. On ne prend pas en charge les patients ou quoi que ce soit, mais on peut donner des conseils, évaluer cette patiente-là pour voir si justement ça peut être ça ou non. C'est important de le savoir. Parce que, bon, une fois qu'on le sait, une fois qu'on a un diagnostic, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des traitements préventifs? Est-ce qu'on commence la médication? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tout à fait. Tout dépendamment du diagnostic sous-jacent, un AVC, un infarctus, quelle sorte d'infarctus, etc., il y a des traitements qui ont des données dans la littérature qui nous disent que ça va améliorer. Fait que les médicaments, ça fait partie du traitement. Tout ce qui est non pharmacologique, donc on parle ici aussi des traitements complémentaires, la réadaptation, par exemple, après une chirurgie cardiaque ou même un événement cardiaque, de faire un programme d'exercice ciblé. On sait que ça améliore la qualité de vie des patientes. Et aussi encore une fois, se pencher sur les facteurs de risque qu'on a mentionnés avant, la nutrition, les habitudes de vie. Le sommeil, hein? Souvent, on parle moins du sommeil, mais bien dormir aussi. Tout à fait. Ça aide à récupérer. Tout à fait, le sommeil. Puis il y a même certaines données qui montrent qu'un manque de sommeil ou le travail de nuit, même pour avoir une augmentation du risque de maladies cardiovasculaires. Fait que le sommeil est important. La méditation aussi, ça a certains effets bénéfiques chez cette population. Oui, parce que le stress, je ne sais pas si on ne l'a pas mis dans... Mais le stress, parce que les femmes, tu sais, moi, je disais plein d'études où on voit que les femmes ont des postes maintenant plus décisionnels, bien, beaucoup plus que, mettons, il y a 40 ans. Et ça fait que les femmes ont augmenté leur source de stress. Et ça, j'imagine, ça a une incidence aussi sur les maladies cardiovasculaires.
Bien, c'est sûr que c'est ça, quand on parle depuis le début, là, que ça a augmenté depuis les 30 dernières années, c'est les femmes sur le milieu du travail, c'est les femmes avec les rôles multiples, c'est la modernisation de la femme, c'est le stress. Le stress, ça augmente le cortisol, ça perturbe un peu le bilan lipidique et tout ça, ça peut entraîner des facteurs de risque. Donc, c'est sûr que la gestion du stress fait partie des choses. Quand on parle de méditation, et prendre le temps aussi, parce que la charge mentale des femmes est toujours très importante, mais prendre soin de soi, on voit que c'est important de le faire. Moi, je suis porte-parole aussi de Mémo Mamo, qui est pour le dépistage le programme québécois de dépistage du cancer du sein pour les femmes entre 50 et 69 ans. Si je vous parle de ça, c'est que moi, j'ai fait beaucoup de sensibilisation à des groupes de femmes, et il y en a qui me disaient « Oh, moi, j'aime mieux pas le passer parce que j'aime mieux pas le savoir si j'ai un cancer. » Puis je me disais « Mais c'est une drôle de réponse parce que si on le sait, qu'on peut avoir des traitements moins invasifs, qu'on a plus de chances de survie. Et c'est la même chose dans les maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'examen comme la mammographie, mais si on a des indices, il faut les utiliser à bon escient avant d'avoir un événement cardiaque, cardiovasculaire. Non, tout à fait. Puis on revient un peu au concept de la médecine en bikini, l'approche bikini. On sait maintenant beaucoup que la mammographie, les tests de dépistage, et tout ce qui a été fait pour le cancer de sein, ça a beaucoup diminué la mortalité. Puis on attrape les cancers plus tôt, on peut les opérer, puis on peut les guérir. Et les femmes sont très au courant de ça. Mais en fait, les femmes sont 5 fois plus à risque de mourir d'une maladie cardiovasculaire que d'un cancer du sein. Fait que continuer la sensibilisation côté cardiovasculaire, c'est important pour que justement, on n'ait plus besoin de parler des statistiques où les femmes meurent plus suite à un infarctus, puis on peut baisser cette statistique-là, puis améliorer le devenir des femmes. Oui, parce que les bonnes habitudes de vie, prendre la médication, ça peut nous aider. Maintenant, quand on arrive, puis on a eu le malaise, on a eu quelque chose qui nécessite une intervention chirurgicale, alors, est-ce que les chances de survie se sont améliorées au cours des dernières années par rapport aux chirurgies? Si je prends l'exemple de mon domaine avec la chirurgie cardiaque, bien, on voit que post-pontage, la mortalité elle est 2 fois plus chez la femme que chez l'homme. Post-chirurgie vasculaire, c'est la même chose. Post-chirurgie aortique, c'est la même chose. La mortalité s'en trouve encore augmentée. On essaie de comprendre pourquoi. C'est sûr que macroscopiquement, là, quand on regarde un cœur, c'est la même chose. Le cœur de l'homme est pareil que le cœur de la femme. Mais physiologiquement, au niveau des détails anatomiques, quand un cœur est en santé d'une femme ou d'un homme, ça va. Quand le cœur devient malade, c'est là qu'il y a des différences. Donc, la femme a des plus petites cavités. Elle a des plus petites valves, des plus petites coronaires, qui sont les artères du cœur. Donc, à ce moment-là, ça devient plus complexe de les traiter. Puis, est-ce qu'on ne devrait pas les traiter de façon différente? Tu sais, la médecine évolue, il y a des nouvelles technologies. On se rend compte que peut-être que les femmes évolueraient mieux en termes de survie avec des valves, avec des cathéters versus des valves chirurgicales. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais il y a des études qui commencent à sortir là-dessus. Versus au niveau chirurgical, on doit faire souvent des chirurgies qui sont plus complexes pour la femme parce qu'on doit, en plus de changer leur valve, bien, agrandir leur anneau pour accommoder une plus grande valve. Alors, c'est ça qu'on commence à être de plus en plus conscientisé, changer nos techniques chirurgicales parce que ce qu'on a vu dans la littérature, souvent, pour les pontages, bien, les femmes ont moins de pontage que d'hommes parce que les artères sont trop petites, sont non pontables. Donc, c'est ça qui pourrait expliquer également leur moins bonne évolution par la suite. C'est qu'il y a un gros travail à faire par rapport à ça. Souvent, les femmes ont plus de traitements conservateurs, donc médical, qu'une approche qui est agressive, invasive. C'est qu'il faut comprendre ces différences-là. C'est inquiétant quand même hein, de savoir qu'il y a 2 fois plus de décès après la chirurgie. Donc, il faut éviter de s'en aller le plus possible, d'où l'importance encore de la sensibilisation. Mais est-ce que vous voyez quand même de l'espoir par rapport à ça, qu'il y aura éventuellement des solutions pour que les femmes survivent davantage? Oui, il faut continuer d'étudier ce sujet-là, puis il faut divulguer cette information-là. Tu sais, on va tout à des congrès nationaux, internationaux, on s'intéresse à la chose, puis je pense que dans les séances, dans les congrès, il y a de plus en plus de sessions là-dessus. Puis tu sais, la preuve, aujourd'hui, on en parle, ça fait partie du sujet principal, donc c'est important de le faire, puis il faut continuer, puis il faut essayer de comprendre, puis ça, c'est pas juste au sein d'une institution, là, c'est vraiment là, dans l'ensemble du monde qu'il faut qu'on commence à... Ben oui, moi, en tout cas, j'en ai fait là, des émissions où on parlait justement des maladies cardiovasculaires, mais j'en ai jamais autant pris là, que présentement parce qu'il y a comme un drapeau à lever, un drapeau rouge, je trouve, pour nous, les femmes. Là, on parle, bon, une fois qu'on a eu la chirurgie, après arrive le rétablissement.
Je ne sais pas si aussi c'est une croyance que j'ai, mais j'ai toujours l'impression que la convalescence pour une femme, c'est quelque chose de plus abstrait. C'est quelque chose qui doit se faire vite, puis il faut vite arriver sur nos pieds, puis on est fiers de dire, ben finalement, moi, ça n'a pas pris 2 mois, ça m'a pris 2 semaines. C'est quoi l'important? J'ai envie de vous entendre, vous les opérer. Donc, à l'après, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que les femmes sont obéissantes? C'est une grande question. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à faire de notre part. Tu sais, tu peux pas juste laisser partir ta patiente, lui donner l'option. Je pense qu'il faut s'asseoir avec cette patiente-là puis lui expliquer l'importance de le faire. Je sais pas si c'est tout le monde qui le fait, mais je pense que ça, c'est étape numéro 1. Ça part de nous pour expliquer. Chaque hôpital offre des services, là, après de réadaptation cardiaque, par exemple, mais on voit encore que les femmes ont moins tendance d'y participer. L'autre chose qui peut être une barrière par rapport à ça, c'est le fait que, suivant un événement cardiovasculaire, les femmes ont plus tendance à développer une dépression que les hommes. Donc, l'humeur peut être un enjeu également. Donc, c'est ici de référer ces patientes-là à des psychologues. Il y a des psychologues à l'hôpital, il y a des psychologues qui sont spécialisés en santé cardiovasculaire. Donc, c'est important de le faire aussi pour essayer de trouver des moyens, justement, pour qu'elles puissent mieux s'en sortir puis se donner la motivation de participer à leur récupération. Oui, parce que s'il y a plein de gens qui dépendent de nous, il y a comme une obligation de s'en sortir rapidement puis de reprendre sa vie. Mais cette étape-là, quand même, elle a une incidence sur le reste de la vie aussi. Mm-hmm. Donc, c'est important d'en parler. Ça fait plusieurs fois qu'on mentionne le centre Cardio-F. Moi, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Je pense que c'est important pour vous. Comment c'est venu au monde? À quoi ça sert exactement? Parce qu'il pourrait en avoir plus de centres Cardio-F au Québec. Tout à fait. Donc, en fait, on travaille là-dessus depuis, je pense, 2019. 2018. Oui, c'est ça. Donc, moi, je suis partie faire ma formation en santé cardiovasculaire de la femme, justement parce qu'à la fin de ma résidence en cardiologie générale, je me suis rendu compte que, bon, non, il y a donc des maladies cardiaques chez les femmes qu'on ne connaît pas trop, il n'y a pas assez de données, on ne sait pas trop comment traiter. Puis ça m'avait vraiment interpellée lors de ma formation. Puis j'ai trouvé cette formation-là qui existait en Californie, puis on n'avait pas vraiment de ça ici. Fait que je vais aller faire la formation, puis quand je reviens, bien, on va essayer d'établir au moins une clinique pour ces femmes-là. Puis on a collaboré, puis on a travaillé ensemble pour vraiment avoir plus que juste une clinique, vraiment un centre dédié à la santé cardiovasculaire des femmes, où on a une clinique qui est dédiée à des maladies qui se manifestent plus chez les femmes. On a une liste sur notre site web que vous pouvez consulter. Mais au-delà de ça, on a vraiment une équipe multidisciplinaire qui prend en charge les femmes. On a psychologue, nutritionniste, kinésiologue, et j'en passe. On a une infirmière clinicienne spécialisée. Et on a vraiment un volet aussi de la recherche, parce qu'il reste, comme on a exploré aujourd'hui, plein de questions de recherche à répondre. Donc, le but, c'est de vraiment développer des cohortes de suivi pour suivre des femmes qui ont des facteurs de risque méconnus, moins bien étudiés, et aussi de développer plusieurs protocoles d'études pour répondre à ces questions-là. Exactement. Puis, tu sais, c'est sur notre site Internet, cardiof.ca, il y a le lien pour nous référer des patientes, mais aussi un lien pour les femmes si elles veulent s'inscrire à des cohortes de recherche également. Elles seront contactées pour voir si elles sont éligibles. Cardiof, c'est aussi de la sensibilisation auprès du grand public, auprès des autres professionnels de la santé, avec des campagnes qu'on organise, la journée portée du rouge, etc. Et c'est ça, de l'éducation aux autres professionnels de la santé. Ce qui nous distingue, c'est la recherche. Puis, il y a Christine aussi à Pierre-Boucher. Elle a la clinique à Pierre-Boucher pour la Rive-Sud. Et le but, ça serait de faire aussi des cliniques satellites là, de Cardio-F dans les différentes régions. Oui, parce que pour les femmes qui ne sont pas dans la grande région de Montréal, parce que des fois, quand on est sur des protocoles, il faut venir souvent, il faut avoir des tests. C'est moins évident et pourtant aussi important. Donc, s'il y avait des satellites, c'est aussi pour ces femmes-là qu'elles se rapprochent des centres. Parce que j'imagine plusieurs nous écoutent puis seraient intéressés, surtout quand on voit les conséquences. Si on a des doutes, parce que moi, je pense que dès qu'on a des indices, il faut se servir de ça avant d'avoir le premier accident cardiovasculaire. Parce qu'il y a une différence entre le préventif et le curatif. Absolument. Tout à fait. Donc, il faut prendre soin de nous. Est-ce qu'il y a des choses que vous aviez envie d'ajouter? Est-ce qu'on a fait le tour? Mais moi, j'ai envie quand même que vous adressez aux femmes aujourd'hui qui nous regardent. Parce que je trouve qu'en plus, cette journée-là, des femmes, il faut prendre soin les unes des autres.
faut laisser, je trouve, toutes les petites chicanes de côté, puis c'est comme, au contraire, il faut s'élever, il faut s'admirer. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux femmes, peut-être pour les convaincre, parce que tu sais, on parle, femmes, de la santé du cœur des femmes, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour les convaincre de prendre soin de leur cœur? Bien, de s'écouter, premièrement, d'être des défendeurs d'elles-mêmes, OK, de faire valoir leur point, de se faire confiance par rapport à ça, de s'éduquer, de prendre le temps de s'éduquer par rapport à leur santé globale, puis par rapport à la santé cardiovasculaire, et de participer à la recherche. Ça fait la différence. Oui. Tout à fait. Pour nous, ça fait une énorme différence parce qu'on peut vraiment répondre à les questions qui... Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Vous pouvez regarder la caméra et leur parler directement dans le blanc des yeux. Bien, je trouve que Dr. Fashilo a très bien résumé ça, mais c'est ça, vraiment, si on a un problème qui est louche, c'est nouveau pour nous, n'hésitez pas de consulter, de s'écouter et de prendre soin de nous parce qu'on a juste un corps et on veut le garder en santé. Puis en même temps, le cœur-là n'arrête jamais de battre tout au long de notre vie. C'est pas rien quand même, hein, ce mécanisme-là. Et en même temps, j'imagine aussi, vous avez vu des femmes qui ont suivi vos conseils, qui sont allées peut-être à votre centre et qui n'ont pas d'épisode cardiovasculaire, qui restent en santé. Vous voyez aussi qu'il y a des choses à faire, puis ça porte fruit. Tout à fait. On a plusieurs histoires de succès où on suit les patientes, il y a un événement qui arrive, mais après ça, elles se reprennent en main. Puis, à date, elles évoluent bien, elles n'ont pas d'événement. Fait que c'est possible en suivant. Puis, ça va être encore plus possible pour un plus grand nombre de femmes si on continue les activités de recherche. C'est important de le dire parce que je pense aux hypochondriaques là, qui nous regardent présentement. Ça pourrait devenir inquiétant. Mais il faut juste nommer les choses quand on les ressent, en parler à son médecin. Et on espère que les médecins seront davantage sensibilisés pour entendre tous ces nouveaux, pas ces nouveaux symptômes-là, mais les symptômes qu'on connaît de plus en plus. Mais je vous remercie de votre participation. Vous êtes deux modèles d'inspiration. Puis je suis sûre que vous allez peut-être inspirer même des jeunes femmes à devenir des scientifiques, chercheurs, comme vous l'êtes, vous faites une différence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans votre cas, vous sauvez vraiment des vies. Merci. Ça, c'est important. De dire. Non, mais c'est vrai, des fois, on dit on ne sauve pas des vies, mais vous en sauvez des vies. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Merci. Beaucoup. Alors, avant de passer à la partie reconnaissance de cet événement, je vais inviter quelqu'un que j'ai connu dans une autre émission de télé que j'ai beaucoup aimé. Il est vice-président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Il s'appelle Dr. Serge Legault. Alors, le voici. Bienvenue, Dr. Legault. Merci de l'invitation. Elles sont drôlement impressionnantes. Ben, en fait, moi, j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Tu sais, on est spécialiste. Évidemment, la cardiologie n'est pas ma spécialité. Je suis un chirurgien général. Mais de voir que la maladie cardiaque est prévalente et avec une évolution aussi dramatique chez la femme, Ouais. je pense que ça vaut vraiment la peine de s'y attarder de façon beaucoup plus aiguë. Bien, tu sais, puis aussi, je pense que si les femmes en parlent davantage à leurs médecins de famille, les médecins de famille n'auront pas le choix non plus qu'à d'aller au-delà, tu sais, d'aller voir les recherches puis de voir ce qui se passe pour répondre aux besoins de leurs patients et patientes. Je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à faire au point de vue des médecins de famille. Je pense que les médecins de famille seraient très réceptifs à avoir cette éducation médicale-là, parce que des fois, il y a des symptômes, comme disaient nos collègues, qui peuvent passer pour d'autres choses. Et puis, effectivement, moi, je le vois tous les jours dans ma pratique, les femmes ont tendance à sous-estimer leurs symptômes ou à les décrire de façon plus bénigne. Alors, des fois, les docteurs doivent avoir à tirer les verres du nez à leurs patientes. Alors, comme disaient nos collègues, je pense que c'est important de s'écouter et puis de décrire aux médecins la condition. Sans teinter. Dire tel quel sans vouloir diminuer quelque chose. Et laisser le médecin juger, peut-être. Alors là, vous arrivez, vous avez des surprises pour nous. Vous avez une bonne nouvelle à annoncer, fait que je vous laisse la parole. En fait, je suis ici pour quelques raisons, mais j'aimerais ça, au nom de la FMSQ, remettre un chèque, au nom de la fondation de la FMSQ, remettre un chèque de 10 000 à la Fondation Cœur et AVC du Québec. On l'a vu là, dans les 40 premières minutes, la santé cardiaque de la femme est une zone de recherche qui est sous-estimée.
Alors, ça me fait plaisir vraiment de remettre ce montant-là et peut-être inspirer d'autres personnes à faire la même chose. C'est un petit montant, mais c'est un montant qui est symbolique, qui, j'espère, pourra inspirer d'autres personnes, d'autres organisations à faire de même. J'ai envie de dire qu'il n'y a jamais de petit montant, moi. Ouais. Tu sais, c'est un petit montant, mais un montant, c'est un plus. Alors là, on va inviter M. Jocelyn Théoret, président du Conseil provincial de la Fondation Cœur AVC, à se joindre ici pour la remise du gros chèque. Ben oui, je vais me lever. Wow! Ça, c'est une belle nouvelle, je trouve, en cette journée internationale des femmes, parce que c'est dédié aux femmes, à quelque part, pour la recherche. Alors, ben merci beaucoup. Merci. Merci, ça fait plaisir. On peut partir avec. Ben oui, il vous laisse le gros chèque. Merci. Bon, ça, c'est une belle nouvelle, mais vous en avez d'autres belles nouvelles, Dr Legault, parce que là, on va tomber dans la remise de prix. Bon, là, je vais vous dire avant de... Moi, j'ai lu les CV des deux médecins auxquels vous allez nous présenter et j'étais vraiment encore impressionnée. Il y a de la compétence ici dans la salle, là. Oui, hein? Tout à fait. En fait, je ne sais pas si je révèle des secrets d'État, mais il y a des vidéos qui ont été produites sur nos deux femmes qu'on va honorer aujourd'hui. Et puis, j'invite les gens à aller le voir. J'imagine à travers le site Facebook de la Fédération des médecins. Oui. Vous allez voir deux femmes d'exception. On va vous les décrire de façon assez succincte. C'est absolument pas tout ce qu'ils ont fait ou tout ce qu'ils ont accompli et tout l'inspiration qu'ils nous donnent. Fait que, j'aimerais juste présenter comme il faut parce que c'est des femmes médecins d'exception. C'est un concours qui existe depuis maintenant 4 ans qui vise à reconnaître les accomplissements exceptionnels des femmes médecins spécialistes du Québec. Alors là, je vous laisse aller pour les présenter. Je voulais juste bien situer dans quelle partie on était rendu. Il y a de plus en plus de femmes médecins au Québec. Au début, c'était un milieu traditionnellement d'hommes. Puis là, de plus en plus, les femmes prennent de la place. La faculté de médecine de l'Université de Montréal, je pense que c'est rendu 60 d'entrée femmes versus 40 d'entrée d'hommes. Donc, la profession se démocratise, les femmes prennent leur place. Mais on croit qu'encore, les postes de leaders sont plus du côté des hommes que des femmes. Et puis, les prix, c'est vraiment pour encourager les femmes à briser des plafonds de verre, à prendre leur place de leadership, à prendre leur place de chef, à prendre leur place de chercheur dans la communauté médicale. Et puis, on croit que ces deux prix-là sont, premièrement, complètement mérités de la part de nos deux lauréates. Mais si ça peut inspirer des jeunes docteurs ou des docteurs un petit peu plus vieilles qui sont rendus à une autre étape dans leur vie, de continuer dans des postes de leadership, on pense que ces prix-là sont utiles. C'est de la musique à mes oreilles, ça. Hein? On dit toujours que les plafonds de verre, c'est une femme à la fois qui les fait éclater. Alors, on a deux prix. On a le prix Irma Levasseur et on a le prix Marthe Pelland. Vous me permettrez, Marie-Claude, de lire de mes notes parce que je ne veux rien oublier, parce que surtout lorsqu'on va décrire les candidates, les lauréates, je veux rendre justice à la carrière qui commence, à la carrière qui est là depuis plusieurs années. Alors, je vais lire de mes notes. On va prendre le temps qu'il faut pour honorer ces deux femmes-là. Alors, tout d'abord, le prix Irma Levasseur est remis à une femme de médecin d'expérience, bien établie, qui compte plus de 10 ans de pratique. Elle vise à reconnaître les qualités de leadership et de gestion d'une femme médecin ayant gravi les plus hauts échelons du milieu médical, que ce soit les instances syndicales, les organisations médicales, le gouvernement, les hôpitaux, les organisations scientifiques. Enfin, le prix Marthe Pelland, celui-ci est remis à une femme médecin de la relève qui compte 10 ans au moins de pratique active. Ce prix-là vise non seulement à reconnaître l'engagement d'une jeune médecin dans le milieu médical, dans les affaires associatives ou publiques, mais aussi d'encourager ses collègues à aller plus loin et à continuer leur rôle de leadership. C'est à moi.
mais c'est pas, je vous écoutais parce que je les regarde, j'ai hâte qu'elles soient ici parce que moi, vraiment, tu sais, étant de l'extérieur, étant pas du tout médecin ni médecin spécialiste, je trouve que c'est une belle initiative que vous avez à la Fédération de mettre des médecins en lumière et aussi de mettre en lumière un parcours, parce que c'est pas juste un diplôme, c'est un parcours qui vient avec. Alors, commençons, si vous voulez bien, par le prix Marthe Pelland, qui est destiné à une médecin de la relève. Alors, je lis de mes notes parce que je ne veux rien oublier, comme tout à l'heure. Alors, cette année, nous avons reçu des candidatures de grande qualité. On constate que la relève est bien vivante, surtout dynamique et très, très inspirante. Notre lauréate de cette année est une psychiatre qui pratique au Centre universitaire de santé McGill. Il s'agit de la docteure Rosemary Chénard-Soucy. Mentor et superviseur clinique très apprécié des étudiants, elle a fondé la clinique tertiaire du trouble de personnalité du CUJUN, où elle vient en aide aux personnes atteintes de conditions sévères et de troubles complexes. Elle agit également à titre de directrice du fellowship en troubles de personnalité et directrice du séminaire didactique d'introduction à la psychothérapie, en plus de faire partie du comité de leadership médical du département de psychiatrie du CUJUN. Le docteur Chénard-Soucy est un atout incroyable pour son département. On dit qu'elle est passionnée, engagée et optimiste, tout en étant réaliste et pragmatique. Elle est courageuse, sans nommer les problèmes et surtout faire partie de la solution. Toujours en quête du meilleur pour ses résidents, ses patients et ses collègues, elle apporte toujours des solutions constructives permettant à chacun de s'épanouir. J'édite, allez voir la vidéo, c'est très inspirant, c'est très révélateur de la personnalité du docteur Chénard-Soucy. Alors, j'invite Dr Chénard-Soucy à me rejoindre pour dire quelques mots. Ben oui, certainement, bravo. Est-ce que c'est là les photos? Ben oui. J'imagine. Ben, on va faire la petite remise. Bon, merci. Bravo. Bravo. On vous cède la parole. Bien là, qu'est-ce que ça fait de recevoir ce prix-là présentement? Bien, ça me fait énormément plaisir. Puis je dois dire que, disons, souvent sur notre parcours, on reçoit de temps en temps des tapes dans le dos. Mais ce prix-là me touche particulièrement parce que vraiment la question de comment être une femme à part entière dans mon rôle de médecin, c'est comme une réflexion qui m'a accompagnée tout le long de ma carrière. Puis, j'ai eu des idées qui ont évolué là, par rapport à ça au fur et à mesure des dernières années. Donc, ça me touche particulièrement parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, le leadership au féminin en médecine. Puis, je pense que le leadership féminin, pour moi, ça va au-delà du nombre de postes de gestion qu'on prend ou du nombre de tâches qu'on accomplit, mais c'est vraiment comment être intégré toute notre personnalité dans notre travail professionnel, de ne pas laisser la femme à la maison. Les médecins, on est entraînés pour avoir une bonne tête sur les épaules, d'être capable de penser rationnel, d'être logique, d'avoir du sang-froid dans les situations critiques, dans les situations d'urgence. Et souvent, ça vient avec la perception que si on est émotif, si on laisse parler notre sensibilité, bien qu'on manque de professionnalisme. Et ça, moi, c'est quelque chose c'est une idée contre laquelle j'essaie de lutter. Puis pour le dire d'une façon plus positive, j'essaie de promouvoir à travers l'enseignement aux jeunes médecins, aux résidents, que d'utiliser sa sensibilité dans son travail de médecin, c'est pas un défaut. Au contraire, c'est une richesse, puis ça permet d'être un meilleur médecin, en fait, pour le dire très, très simplement. De rentrer en relation plus rapidement aussi avec les patients. C'est sûr que ça aide beaucoup dans la relation thérapeutique avec les patients. Puis en étant psychiatre, c'est quelque chose qui est au centre de ma spécialité, la relation avec les patients. Donc, c'est sûr que ma spécialité a été comme un catalyseur pour avoir cette réflexion-là, puis pour trouver des façons d'intégrer des valeurs féminines dans mon quotidien de psychiatre. Alors, oui. Allez-y.
Bien, disons, fait que c'est ça que ça signifie pour moi de recevoir le prix. Ça m'encourage à continuer à essayer de promouvoir cette façon de voir la médecine puis le professionnalisme en médecine. Puis pas juste avec le rapport avec les patients, mais aussi avec le rapport avec les étudiants. Moi, j'ai été vraiment, vraiment très chanceuse. J'ai beaucoup collaboré avec les résidents en psychiatrie depuis plusieurs années. Et ce sont eux qui m'ont vraiment confirmé et encouragée parce que j'ai vu avec leurs réponses que c'était vraiment aidant pour eux d'avoir une enseignante ou une superviseure qui était capable d'entrer en relation avec eux au niveau intellectuel, mais aussi au niveau du cœur, finalement. D'avoir vraiment ce souci de la dimension affective, non seulement des patients, mais aussi des étudiants dans leur processus pour devenir psychiatre. Je suis curieuse de savoir, quand vous regardez votre parcours professionnel, de quoi êtes-vous le plus fier? Bien, c'est une difficile question. Parce qu'il y a beaucoup de choses. OK, mais de quoi je suis le plus fière? J'ai de la misère à répondre à ça. Je dirais... Parce que la fierté, je dirais que c'est pas nécessairement le sentiment principal qui m'anime, OK? Moi, je suis une passionnée de la psychiatrie, OK? De la psychologie. J'adore transmettre. J'aime beaucoup l'enseignement aussi. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une fierté d'être capable de faire tout ça en même temps? En étant soi-même, en étant capable de montrer l'aspect émotif qui vient avec? Oui, bien, disons, je suis plutôt remplie de gratitude d'avoir eu la chance d'être soutenue par un milieu qui m'a permis d'apprendre à être moi-même, d'intégrer ça, puis d'avoir aussi... Tu sais, c'est très gratifiant là, ce que je fais, dans le sens que, tu sais, c'est un échange, c'est un dialogue. Oui, tu sais, j'enseigne, j'essaie de donner le meilleur de moi à mes patients, à mes étudiants, à mes collègues, mais je reçois aussi beaucoup. Puis, tu sais, je pense que d'intégrer les valeurs féminines, c'est-à-dire d'être attentif à la dimension affective des choses, c'est un enrichissement qui est de part et d'autre. Finalement, ça enrichit les dialogues. Tout le monde est gagnant au bout du compte. Là. Je veux dire quelques remerciements. Je sais pas, c'est parce que vraiment, je l'ai mentionné, mais j'ai des collègues extraordinaires qui m'ont fait confiance, qui ont pris certains risques aussi à me donner des responsabilités au début de ma carrière. Et puis qui m'ont toujours encouragée à être moi-même, qui n'ont pas été... qui ne m'ont pas censurée, qui m'ont donné un espace où j'étais vraiment libre de m'exprimer. Et puis, je pourrais en nommer beaucoup, mais j'aimerais quand même nommer 2 collègues en particulier aujourd'hui. Donc, Dr. Ron Fraser, qui est mon collègue depuis le début de ma carrière. Et puis, Dr. Karine Gartua, donc, ces 2 personnes-là ont vraiment été des mentors pour moi, des collègues et aussi des amis au travers des années. Puis, je veux les remercier. Puis, aussi, j'ai un autre remerciement spécial à faire. Puis il y a comme un petit paradoxe, mais je pense que c'est important de le mentionner. Donc, pour que je puisse faire ce que je fais au travail, j'ai un mari qui compense ou qui me complète à la maison. OK? Fait que ça me rend émue de le dire. Alors, pour que je puisse être un leader au travail, mon mari a accepté d'être un leader dans la famille. Et puis, il donne de son temps, de sa disponibilité, de sa présence à nos enfants pour que je puisse m'accomplir au travail. Alors, c'est très important pour moi de lui partager le prix que je reçois aujourd'hui parce que c'est vraiment un travail d'équipe. Et ça me fait dire que oui, on veut dire vive le féminin, vive les valeurs féminines en médecine, dans tous les systèmes. Mais je pense qu'au final, ce qui est vraiment important de retenir, c'est vivre la complémentarité. Que le masculin et le féminin se complètent. Puis c'est un rapport de complémentarité qui est important de rechercher. Bien, bravo, Dr. Chénard, aussi. C'est très touchant de vous entendre aussi. Bravo, prix bien mérité. Alors maintenant, on va aller voir du côté des femmes médecins d'expérience. Le prix Irma Levasseur a justement été créé pour reconnaître le travail de celles qui ont gravi les plus hauts échelons. Alors, je vous laisse la parole, Dr. Legault.
Alors, aujourd'hui, je vous présente le docteur Louise Cahouette-Laberge. On peut qualifier la docteur Louise Cahouette-Laberge de fonceuse. C'est une chirurgienne plasticienne pédiatrique renommée qui compte plus d'une 40aine d'années de pratique au centre hospitalier de l'Université à Sainte-Justine. Dr Cahouette-Laberge est l'une des premières femmes à avoir intégré le programme de résidence en chirurgie plastique de l'Université de Montréal en 1982. Là aussi, j'ai dit un peu, croyez-moi, en 1982, c'était très difficile pour une femme d'évoluer dans les milieux de chirurgie. On dit toujours que les chirurgiens sont les derniers dinosaures des médecins spécialistes. Alors, elle a notamment été chef de service de chirurgie plastique pédiatrique au centre hospitalier pendant de nombreuses années, visionnaire et ayant à cœur de partager ses connaissances avec ses collègues de partout dans le monde. Elle a cofondé la mission Sourire d'Afrique en 2006, un organisme sans but lucratif ayant non seulement permis d'opérer gratuitement des centaines d'enfants nés avec une fente labiopalatine, mais de former des médecins pour qu'eux aussi soient en mesure de réaliser ces interventions. Véritable pionnière dans son domaine, elle s'est bâtie une réputation internationale qui transcende les frontières nord-américaines et qui lui a valu de nombreuses distinctions. Tout ça en prenant le temps de faire 5 enfants, 5 grossesses. Je suis très heureux d'honorer, au nom de la FMSQ, Dr Cahouette-Laberge. Merci beaucoup pour votre engagement indéfectible, votre travail acharné. Vous êtes en tout point une leader inspirée et inspirante. Félicitations. Alors, on va vous demander bravo. Félicitations. Quel parcours, hein? Bravo. Ben oui. Quel parcours de vie. OK, l'humilité. On commence par l'humilité après tout ce qu'on vient d'entendre. Mais quand vous entendez ce que Dr Legault vient de dire, est-ce que vous réalisez ça, que vous avez tout fait ça? Bien, en fait, moi, je suis une personne heureuse. J'ai toujours aimé ce que je faisais. Je n'ai pas commencé ma carrière en me disant je serai un leader, mais j'ai choisi tranquillement de faire des choses que j'aimais. Puis oui, ça m'a amené à prendre le leadership, à m'impliquer dans beaucoup de causes, mais je ne l'ai jamais fait par devoir, je l'ai fait par plaisir. Par passion, hein? Par passion. Comme femme, là, vous disiez tantôt, peut-être que dans les années 80, c'était pas si simple que ça. Est-ce que vous le sentiez? Est-ce que vous voyez une différence aujourd'hui? Bon, je ne sais pas si c'est si différent que ça. Les gens aiment dire que... Moi, j'ai commencé ma formation en 77 en chirurgie. Hein? C'est combien? Est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes en 77? Non, il n'y en avait pas énormément, mais j'ai trouvé qu'on était tous dans le même carré de sable. Je ne me suis jamais trouvée dévalorisée ou pénalisée du fait que j'étais une femme. Puis j'ai toujours peut-être joué des coudes, comme tout le monde. Vous avez peut-être été un modèle sans vous en rendre compte aussi. Parce qu'il y a quand même beaucoup plus de femmes maintenant qu'à l'époque. Ça a pris des modèles. Oui, mais il y a aussi beaucoup plus de femmes en médecine. Donc, il y a plus de femmes en spécialité, il y a plus de femmes en chirurgie. Mais s'il y a plus de femmes, c'est parce qu'on a vu plus de femmes. J'essaie de vous lancer des fleurs, là. J'essaye, là. C'est pas facile. En fait, ce prix-là, Irma Levasseur, je trouve que c'est une bonne idée de l'avoir mis sur pied à la FMSQ pour attirer l'attention sur des parcours agréables de leadership chez les femmes, parce que souvent, les femmes... elles font du très beau travail, mais ne sont pas particulièrement intéressées de prendre le leadership. Ils ne se font pas de plan de carrière pour être des leaders. Puis, moi, je serais portée à dire, faites-vous donc confiance. Vous allez très bien faire ça. Donc, c'est ce que vous avez fait, vous vous êtes fait confiance? Oui, mais je dois dire que j'ai toujours été bien entourée. Mon conjoint de toujours, mon collègue, on étudiait en médecine ensemble, on était résidents en chirurgie ensemble, puis mon mari a toujours trouvé que ma carrière avait autant de valeur que la sienne. C'était pas lequel de nous deux allait prendre congé parce qu'il fallait amener un enfant chez le dentiste, c'était on ouvrait nos agendas pour voir qui pouvait libérer la plage horaire le plus facilement. C'était comme ça. Puis on a pris de l'aide. Puis ça s'est bien passé. Parce que vous êtes maman, vous êtes grand-maman. On a entendu tantôt, vous avez eu des projets à l'international importants qui ont fait la différence. Comment vous voyez la suite maintenant? La suite de ce que je vais faire maintenant? Oui, sur le plan, qu'est-ce que vous allez faire?
Moi, je trouve que la COVID était bonne pour moi parce qu'on a tous ralenti pendant la COVID. Puis je suis une personne heureuse au travail. J'ai un travail très valorisant. J'adore ce que je fais. Puis je m'étonnais, je vieillis évidemment. Puis je me demandais un peu comment j'allais gérer un ralentissement. Bien, avec la COVID, je me suis aperçue que j'étais très heureuse à ne pas travailler. Donc, ça a été très positif pour moi, la COVID. Je le sais que je suis heureuse, même si je ne travaille pas. Donc, vous avez le bonheur facile. Je ne sais pas si j'ai le bonheur facile, mais j'ai tendance à voir la vie du bon côté. Puis, je ne suis pas gênée de me faire dire de temps en temps que j'ai des lunettes roses. Tant mieux, ça me fait plaisir. Mais vous avez vu des belles choses, en tout cas, avec vos lunettes roses. Puis dites-moi, est-ce que vous avez des gens à remercier en particulier? Oui, ben, j'ai mentionné déjà mon conjoint, mon partenaire de toujours, qui fait partie de toutes mes folies, mes aventures. On fait ça à deux. Évidemment, les enfants qui sont passés à travers tout ça, là, ben, ils ont eu eux autres aussi à faire de temps en temps des compromis parce que moi, j'ai déjà des enfants qui ont dormi à la salle de réveil, qui ont fait la tournée samedi matin en tricycle. C'est comme ça. J'en ai qui ont fait la tournée sur mon dos. Et puis, tout le monde fait des petits compromis pour que finalement, on puisse être tous épanouis. Wow! C'est les gens que je remercie, les collègues aussi. Si j'ai eu une carrière aussi agréable, c'est avec les gens avec qui j'ai travaillé, parce qu'on travaille en équipe tout le temps, peut-être en chirurgie plus que dans bien d'autres spécialités. On est tous interdépendants. Puis j'ai des collègues extraordinaires, donc c'est facile. En tout cas, merci. Enfin, je vous écoute, puis ça fait du bien de voir comment ça coule bien, comment vous êtes bien, comment vous êtes à la bonne place. Vous êtes vraiment des modèles pour les femmes, des sources d'inspiration. C'est important quand on parle d'apporter l'émotion, l'émotivité. Ça fait du bien d'entendre ça. Merci. Merci beaucoup, Dr Legault, d'avoir co-animé avec moi. Merci à Dr Forcio qui était là avec nous dès le départ. Merci à vous d'avoir été là avec nous. Alors, c'est ce qui clôt cet super événement de sensibilisation. Et je pense que maintenant, on saura c'est quoi les symptômes précurseurs des maladies cardiovasculaires. Et on sait aussi qu'il y a des femmes exceptionnelles qui gravitent dans le milieu de la santé. Elles sont importantes. Elles font la différence. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Bonne journée. Non.